Bonsoir. Alors, bien heureux de vous voir en si grand nombre à cette soirée. Je ne suis pas du tout surpris, cela dit. Alors, je me nomme Mouloud Idir, je suis le coordonnateur du secteur Vivre Ensemble du Centre Justice et Foi, qui vous convie donc à cette soirée sur la Charte des valeurs, articulée donc sous l'angle de l'égalité citoyenne devant être remise au cœur de nos débats. Je vous rappelle que cette table ronde est organisée avec la collaboration de la Fédération des femmes du Québec et de la Ligue des droits et libertés du Québec. C'est donc aussi au nom de ces deux organismes partenaires que je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues. Brièvement, je tiens à vous dire que le secteur Vivre Ensemble est un secteur d'activité du Centre Justice et Foi. Le plus connu de nos secteurs d'activité est la revue Relations. Le secteur Vivre Ensemble, pour sa part, est un volet de nos activités qui s'intéresse depuis maintenant près d'une trentaine d'années aux enjeux québécois relatifs à l'immigration, au pluralisme et aussi à la protection des réfugiés. Alors, pour en savoir davantage, je vous invite à consulter notre site web au www.cjf.qc.ca/VE. Le secteur Vivre Ensemble publie également un webzine qui se veut une publication incontournable pour toute personne intéressée par les enjeux migratoires contemporains. Je vous invite aussi à vous inscrire à notre liste de diffusion pour être informé à la fois de nos publications, mais aussi pour recevoir diverses informations d'actualité sur les enjeux migratoires de l'heure. Le travail qui est le nôtre sur ces questions ne se veut pas du tout neutre. Nous assumons, et ça c'est un parti pris pour la justice sociale et une citoyenneté active. Les débats actuels qui ont cours au Québec autour de la Charte des valeurs et de la laïcité nous plongent bien entendu aujourd'hui au cœur de réflexions qui animent le secteur Vivre Ensemble, mais aussi nos publications depuis près d'une trentaine d'années. Le défi qui nous incombe aujourd'hui, comme toujours, c'est de penser les assises d'un modèle politique de régulation du pluralisme qui soit attentif aux besoins d'affirmation nationale du peuple québécois, mais aussi, et ça je tiens à l'insister, aux enjeux de justice, de solidarité sociale et d'égalité citoyenne. Notre objectif donc ce soir, c'est de creuser quelques écueils du débat actuel. Alors, cette soirée n'est pas un débat contradictoire, ce que vous avez certainement remarqué compte tenu des positions sur la laïcité qu'ont déjà exprimé les panélistes ou les organisations qui, ils représentent. Ce n'est pas habituellement non plus une formule que privilégie le Centre Justice et Foi. Notre soirée, c'est donc une volonté d'approfondir une dimension qui nous semble fondamentale à la recherche collective que nous menons, c'est-à-dire celle de l'égalité citoyenne qui touche le régime de droit, le projet national, la lutte pour la reconnaissance des femmes et la diversité religieuse. Vous avez la possibilité, tous et toutes, de vous abreuver à plusieurs sources d'informations pour connaître les accords et les oppositions dans le débat actuel. Vos positions ne sont certainement pas unanimes dans la salle. Vos réflexions seront donc bienvenues dans l'échange qui suivra et animées par le même esprit de poursuivre finalement l'approfondissement que nous recherchons tous et toutes. Je ne dirai rien de plus car nous avons un programme chargé, comme vous le savez, avec nos 5 panélistes annoncés. Je vais brièvement vous dire quel sera le déroulement que nous vous proposons. Nous débuterons en donnant la parole pendant une dizaine de minutes à Elisabeth Garon. Suivront ensuite les 4 présentations de 15 minutes de la part de nos invités respectifs que vous avez donc, vous avez leur nom sur la fiche, sur la fichette que nous avons circulée. Au terme donc de cela, nous prendrons une pause de 15 minutes et nous aurons ensuite près d'1 heure d'échange et de débat, ce qui nous conduit à la fin de la soirée qui est prévue vers 21h30. Alors, je tiens tout de suite à rappeler aux panélistes que je serai intransigeant sur le temps des prises de parole. Donc, ils ne pourront pas dépasser les 15 minutes. Et si vous me trouvez injuste, gardez à l'esprit qu'il y aura 1 heure d'échange pendant laquelle vous pourrez préciser finalement vos prises de position ou vos éléments de réflexion. Alors, il est donc temps de débuter. Pour ce faire, je vais donner la parole à ma collègue Elisabeth Garon, qui est située à l'extrême droite de cette table, l'extrême droite géographique et non pas, ça ne recoupe pas une position politique. Alors, Elisabeth Garon est directrice du Centre Justice et Foi et de la revue Relations. La tâche qui lui a été demandée, la commande qui lui a été faite, c'est de nous dire un peu comment l'organisme qui est le Centre Justice et Foi porte ce débat sur la laïcité, ainsi que certaines questions sur le rapport religieux que ce débat pose. Alors, juste quelques secondes, Elisabeth, le temps qu'elle ajuste sa caméra. Voilà.
Merci. Bonsoir. Est-ce que la voix est bonne? Oui. Alors, comme j'ai 10 minutes, j'y vais tout de suite. Alors, le Centre Justice et Foi a pris position. Vous pouvez trouver la prise de position sur notre site, qui n'était pas une saute d'humeur à la veille du dépôt des orientations gouvernementales, mais qui s'inscrit dans la continuité d'une réflexion menée depuis plus de 20 ans. Je vais retracer 3 moments qui ont accompagné notre réflexion actuelle et quelques réflexions qui en découlent. D'abord, la vision qui a animé le CJF, le Centre Justice et Foi, dans la laïcité scolaire. Rappelons que nous vivons, comme nous le savons tous, dans un contexte social où se côtoient des orientations idéologiques, religieuses, culturelles et politiques diverses. Nous sommes de plus en plus confrontés à la portée du choix que nous avons fait avec la Révolution tranquille et affirmé dans la Charte québécoise des droits de la personne de tenir compte effectivement de la liberté de conscience pour toutes les personnes vivant au Québec. La volonté de laïciser les institutions communes est née d'un souci de prise en compte de ce pluralisme constitutif de notre société. Et je rejoins totalement ici les propos de Guy Rocher. Mais j'en diverge un peu dans la façon de poursuivre la laïcisation des institutions au fil des décennies, et qui a aussi été influencée par des réalités sociopolitiques en évolution, et donc différentes de celles qui prévalaient au moment de la Révolution tranquille, comme la domination de la religion sur notre vie collective qui ne peut plus se réfléchir comme elle le fut dans les années 50 et 60. Lorsqu'on a complété la laïcisation du système scolaire à la fin des années 90 et 2000, la laïcité scolaire retenue exprimait une volonté de compléter cette laïcisation des institutions sans occulter la dimension religieuse, individuelle et collective, en l'abordant dans le respect de la diversité croyante et non croyante de notre société. Il y avait une conviction partagée, majoritaire, non unanime, qu'il était souhaitable pour vivre dans une société marquée par le pluralisme de donner l'occasion aux élèves d'aborder ensemble le fait religieux, de l'appréhender dans cette diversité croyante et non croyante et d'apprendre à délibérer autour d'enjeux communs. Un projet qui nous a tenus à cœur. Il me semble que c'est précisément cette vision que le projet de charte remet en question, autant dans le libellé du document explicatif que dans le choix de l'interdiction mis de l'avant. Les rumeurs concernant l'abolition du comité des affaires religieuses, le simple fait qu'il n'ait pas été consulté et qu'on ait pour le moment encore nommé personne, laissent présager d'ailleurs un changement de cap significatif et devrait nous interroger. La réflexion au centre s'est ensuite élargie à la proposition d'une laïcité québécoise qui devait tenir compte des particularités de notre histoire, mais aussi du pluralisme avec lequel nous composons de plus en plus. Une laïcité devant être autre chose que la répétition d'une certaine vision de la laïcité présente dans d'autres sociétés, notamment la française. Une laïcité qui s'inscrit certainement dans une trajectoire nationale, mais qui vise tout autant à poser les bases d'une société juste et égalitaire. Notre critique du document gouvernemental et surtout de la troisième orientation concernant l'interdiction des signes religieux n'est donc pas un appel à reculer sur la volonté de définir une laïcité québécoise, mais une recherche pour préciser un modèle de laïcité cohérent avec ses finalités, la non-discrimination et le respect de la liberté de conscience. La laïcité ne doit pas devenir un projet identitaire, il ne doit pas non plus être le substitut d'un projet national qui doit être pensé et proposé, mais à l'intérieur duquel doit s'inscrire notre modèle de laïcité. Le troisième pôle de notre réflexion, dans le cadre de nos débats sur la laïcité, nous ont amenés à mettre à l'ordre du jour, et le Centre a été probablement un des premiers au Québec, une réflexion nécessaire sur l'islamophobie. Un terme qui a des origines historiques, mais qui n'est réactivé que récemment dans nos débats sociopolitiques. Chez nous, comme dans beaucoup de pays occidentaux, s'exprime un sentiment de peur face à l'islam. On assiste à des attitudes discriminatoires envers des personnes de confession musulmane. Ceci s'exprime par la discrimination au niveau du travail, l'expression d'un appel à enlever de l'espace public des signes apparentés à cette tradition religieuse, ainsi que la diffusion d'idées comme d'images stéréotypées envers les musulmans. Mais soyons clairs, toute réflexion critique concernant la réalité de l'islam dans notre société
ou même l'appui au projet gouvernemental ne doit pas être automatiquement dénoncé comme une expression islamophobe. Mais il existe aussi l'expression d'une hostilité envers l'islam et les musulmans qui est de l'ordre de l'islamophobie. Nous ne pouvons donc pas faire l'économie de mieux saisir certains enjeux systémiques importants et certaines dérives qui se cachent sous le couvert des appréhensions, des discours sur l'égalité entre les sexes, des valeurs communes et des différences culturelles. Les mesures d'exception et d'interdiction, même imposées au nom de principes dits supérieurs, peuvent devenir dans les faits des mécanismes de création de catégories de citoyens à qui on n'accorde pas les mêmes droits et qui mènent un nombre croissant de personnes à une exclusion de l'espace politique. Ce choix gouvernemental, par ailleurs, de proposer une interdiction complète des signes religieux à tous les représentants de l'État ne repose par ailleurs pas sur les faits documentés, les justifiant. Il y a, me semble-t-il, sous-jacente au discours qui l'accompagne, une certaine vision du religieux dans laquelle s'entremêlent des expériences difficiles du passé qui ont été vécues ici au Québec, des conflits internationaux et des expériences vécues dans d'autres pays, et une certaine dose d'anticléricalisme ou d'anti-religieux qui est toujours présent. Et pour un certain nombre de personnes, le religieux est tout simplement nuisible pour les personnes et les sociétés. C'est peut-être ce qui se profile derrière certaines prises de parole, même du ministre Drainville, lorsqu'il dit que l'interdiction des signes religieux est là pour protéger nos enfants. Y a-t-il danger? La seule forme acceptable du religieux devient alors celle que l'on fige sous le vocable de patrimoine et qui sert malheureusement à maintenir un rapport inégalitaire dans l'acceptabilité sociale entre le christianisme et les autres. Oui, plus inquiétant aussi, on propose presque de nouveaux dogmes par une campagne médiatique on ne peut plus paradoxale. Alors que plusieurs courants religieux s'efforcent quant à eux de désacraliser ce qu'un passé peu glorieux a figé dans le temps, on essaie de dire que ce qui est devenu sacré, ce qui est des droits, ce que sont des moyens, comme la neutralité. On cherche aussi il y a dans le rapport aux religieux une crainte et un désir réel et légitime de combattre un fondamentalisme, mais sans peut-être se demander, dans les mesures que l'on met de l'avant, ce qui le nourrit et si son expression religieuse est la seule forme qui devrait nous inquiéter. Pourtant, le refus de reconnaître une place à l'interprétation et à la dimension symbolique pour appréhender le monde ne relève pas que du seul fondamentalisme religieux. Il loge aussi dans la logique économique dominante et dans des courants politiques conservateurs. Il y a une logique qui traverse différents éléments de notre vie en société, qui est un terreau fertile à ces formulations conservatrices, fondamentalistes, intégristes, qui ne qualifient pas tout à fait les mêmes éléments. J'ai déjà écrit sur la situation dans l'Église catholique que l'autoritarisme décide pour tous et tout ce qui doit être entendu. Il se substitue à une pratique intelligente réalisée de bonne foi. Il accorde peu d'importance à l'expertise et à l'expérience de ses membres, surtout celle des femmes, et à la conscience individuelle pour déterminer ce qui doit être appuyé et rejeté. J'ai l'impression parfois que ce regard sur l'autoritarisme, qui est la pratique interne à un certain nombre de traditions religieuses, pourrait être étendu à un certain nombre d'actions. Pour toutes les options qui sont sur la table, que l'on soit en faveur du projet gouvernemental ou que l'on en soit critique, il s'agit d'un pari. Dans tous les cas, nous faisons un pari. Le pari que le Centre a choisi est celui de croire au bienfait à long terme que l'espace politique, étatique, public, qui sera habité ou qui est habité par des gens qui ont des valeurs, des convictions et des croyances différentes, est ce qui peut nous aider
au vivre ensemble le mieux. Nous ne sommes pas des êtres neutres ou dépouillés de toute référence. C'est dans la rencontre, le dialogue et la confrontation les uns avec les autres que la modération de tous et toutes est possible. À partir du moment où on exclut des espaces communs des personnes, cette possibilité de trouver un lieu rassembleur et la possibilité soi-même de se remettre en question n'est plus possible. Des institutions, des politiques, des programmes et des mesures qui ne discriminent ni ne privilégient personne, aucun groupe, aucune religion représente, selon nous, le meilleur cadre de laïcité pour permettre à cette construction ensemble du bien commun à se réaliser. 10 minutes. Merci infiniment. Merci encore, Elisabeth. Je ne vais pas résumer ici, mais j'inviterai tout simplement les gens qui sont dans la salle à parcourir un peu le site internet du Centre Justice et Foi. Vous pourrez trouver un peu des éléments qui ont fait l'objet de prises de position de la part du Centre. Alors, les prises de position, il y a des mémoires, donc ce qui a évoqué de façon très succincte sur le plan des prises de position historiques du Centre Justice et Foi. Vous allez retrouver tout cela. À présent, je vais donner la parole à Dominique Péchard, qui est président de la Ligue des droits et libertés. Ce qui lui a été demandé, c'est de traiter un peu de l'incongruité inhérente au projet de charte qui veut légiférer sur les valeurs, alors que ce qui s'impose peut-être de réfléchir avec force un débat qui porte davantage sur les droits fondamentaux. Dominique, tu as 15 minutes toi aussi. Bon, alors, comme il a été annoncé, le but de ma présentation est de montrer que ce que on appelle la Charte des valeurs, c'est-à-dire le document d'orientation du gouvernement, fait fausse route en basant sa politique sur ce qu'on appelle les valeurs communes. Alors, donc, je vais aborder la question de la perspective des droits. Comme Ligue des droits et libertés, ce n'est pas surprenant, mais je voudrais rappeler quand même le fondement de notre action et de la sorte de société qu'on veut bâtir, c'est-à-dire une société qui est bâtie sur l'ensemble de la réalisation des droits de la Déclaration universelle. Et cette déclaration, ce qu'elle vise, c'est la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les êtres humains, je souligne le tous, et leurs droits égaux et inaliénables. C'est le premier considérant de la DUDH. Et l'atteinte de cet objectif repose sur la réalisation de l'ensemble des droits reconnus dans la DUDH, qui sont conçus comme un tout indissociable et indépendant. Et la question, c'est, est-ce que la Charte des valeurs proposée par le gouvernement nous fait avancer ou reculer dans la réalisation de cet objectif? Et nous, on maintient que non. Il faut souligner d'ailleurs que le gouvernement du Québec a adhéré aux instruments internationaux de mise en œuvre de la Déclaration universelle. Le projet du gouvernement, en fait, repose sur deux prémices: qu'il existe une telle chose que des valeurs communes, que les droits doivent être articulés en fonction de ces valeurs et même subordonnés à ces valeurs, et que l'imposition de ces valeurs communes révélerait d'un droit collectif auquel devraient être subordonnées les libertés individuelles. Il faut dire aussi que le mot « valeur » est devenu un mot fétiche au Québec, que tout et n'importe quoi est devenu une valeur, comme par exemple la laïcité, alors que la laïcité, c'est une manière de régir le rapport entre les religions et l'État. Je voudrais rappeler le sens de valeur au dictionnaire. C'est l'appréciation de ce qui est vrai, beau, bien et selon un jugement personnel. Alors, ce qu'on retient comme valeur a nécessairement un caractère arbitraire, puis la preuve, c'est que Québec solidaire vient déposer son propre projet hier avec sa liste de valeurs communes qui est distincte de celle du gouvernement. Et je voudrais aussi souligner la différence entre une valeur et un droit. On ne peut pas obliger quelqu'un à partager une valeur, mais on peut l'obliger à respecter un droit. On peut légiférer un droit, mais pas une valeur. Dire que l'égalité homme-femme est une valeur commune ne fait pas avancer la cause des femmes. Au contraire, ça peut même laisser entendre que c'est un acquis. Par contre, en faire un droit, comme c'est reconnu dans la Charte, permet un recours collectif contre la discrimination et une obligation pour l'État de prendre des mesures effectives pour rendre cette égalité effective. Et ironiquement, le même gouvernement qui se fait le chant de l'égalité homme-femme comme valeur commune coupe les prestations à l'aide sociale, ce qui affecte principalement des femmes ou plus les femmes que les hommes. Le discours sur les valeurs communes en est un d'exclusion. Si on doit défendre nos valeurs communes, c'est que d'autres les menacent. De là à dire que cet autre ne fait pas partie à part entière de la société québécoise, le pas est vite franchi.
Il est significatif et préoccupant qu'il existe au sein du Conseil des ministres un comité identité. Or, le discours identitaire est le discours d'exclusion par excellence. À partir du moment où on subordonne les droits à des valeurs, on en vient à brimer les droits de ceux qui ne les partagent pas ou qu'on présume ne les partagent pas, comme par exemple les femmes voilées. Ces femmes sont trop souvent enfermées dans des stéréotypes, femmes soumises qu'il faut libérer, ou encore faire de lance de l'islamisation de l'Occident. On les dépouille de leur individualité et de leur dignité en faisant ça, ce qui les rend d'autant plus facile de porter atteinte à leurs droits. La Charte propose aussi une version déformée de la laïcité, qui va à l'encontre de l'objectif de la laïcité, c'est-à-dire protéger les droits de tous et garantir l'égalité de traitement en matière de croyance et de non-croyance. Et là, je cite le document du gouvernement. « Au lieu d'unir les citoyennes et citoyens autour de valeurs communes à la nation, les principes de neutralité tels qu'il est interprété aujourd'hui permet à chacune et chacun d'exprimer ses croyances religieuses, mettant ainsi l'accent sur les différences entre les personnes plutôt sur ce qui les rassemble. Donc, pour les tenants de la Charte des valeurs, permettre à chacun et chacune d'exprimer ses croyances religieuses est un problème, alors que c'est un des fondements de la laïcité. Pour les tenants de la Charte, les libertés religieuses de certains croyants, et surtout certaines croyantes, les femmes musulmanes qui portent le voile, peuvent être limitées si leur expression heurte les valeurs communes à la nation du groupe dominant. On en arrive à une laïcité doublement discriminatoire envers certaines religions et envers les femmes musulmanes qui ne peuvent exercer leur liberté de conscience. Ce qui nous préoccupe également, c'est le traitement des droits qui s'est fait dans cette charte. Il y a dans ce débat, pas juste dans la charte, mais dans le débat en général, un dénigrement des droits individuels que l'on associe à de l'individualisme. Or, ce sont ces droits, en particulier la liberté de conscience et d'expression, qui garantissent l'autonomie essentielle à la dignité de chaque personne. Les droits individuels n'ont rien à voir avec l'individualisme, compris dans son sens populaire de chacun pour soi. Au contraire, ce sont les libertés individuelles qui permettent à chaque individu de participer à la vie collective à l'abri des dérives autoritaires de l'État. Il y a aussi un détournement de sens des droits collectifs. Les droits collectifs sont reconnus dans les pactes internationaux, c'est même le premier article qui dit que tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes, de déterminer leur statut politique, d'assurer leur développement économique et culturel. Et le but de ces droits collectifs, c'est de mettre fin à l'oppression dont serait victime un peuple afin de lui permettre de mettre en œuvre en tant que collectivité l'ensemble des droits. C'est le cas, par exemple, de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones. Avec la Charte, la notion de droit collectif est détournée pour justifier au nom de valeurs communes la limitation de liberté individuelle et pour justifier la restriction des droits des groupes minoritaires de la part d'un groupe majoritaire. La Charte redéfinit également les accommodements raisonnables, et je vais encore la citer. C'est pourquoi le gouvernement propose d'encadrer les demandes d'accommodement afin d'aider les institutions, les organismes, les employeurs publics et privés à traiter ces demandes dans le respect des droits individuels et des valeurs collectives du Québec. On va donc encadrer les demandes afin qu'elles respectent les valeurs collectives du Québec. Et la Charte poursuit en disant « Une demande d'accommodement qui s'adresse à une institution publique ne pourrait compromettre sa neutralité religieuse, son caractère laïque et la séparation des religions et de l'État. » Or, dans la Charte, les signes religieux ostentatoires compromettent la neutralité religieuse de l'État. Donc, d'après la Charte, une demande d'accommodement ne serait même pas recevable, quelle que soit la fonction occupée. L'idée de définir à l'avance des catégories de demandes qui seraient acceptables et inacceptables va à l'encontre même de la notion d'accommodement qui repose sur l'évaluation au cas par cas et en fonction des critères de contraintes excessives et des autres droits en jeu. Il arrive que des droits entrent en apparence de conflit, droit au travail, droit des femmes à l'égalité, liberté de religion et dignité humaine. Toutefois, au nom de principe de l'interdépendance des droits, les droits sont habituellement réconciliables. Prenons le cas de l'Hôpital général juif de Montréal. Dans un jugement le 26 octobre 2007, le Tribunal des droits de la personne condamnait l'Hôpital général juif pour avoir réservé des postes à des préposés masculins afin de permettre à des hommes d'être soignés par des personnes de même sexe. Et le tribunal reconnaissait que l'objectif poursuivi était légitime, mais que le respect des droits des bénéficiaires de recevoir des soins intimes d'une personne du même sexe devait être concilié avec le respect des droits des préposés, aux féminines, de ne pas subir de discrimination fondée sur le sexe.
Donc, les moyens mis en œuvre pour satisfaire les bénéficiaires étaient inacceptables parce qu'ils ne tenaient pas compte du droit des femmes. Et l'hôpital a dû revoir sa politique afin de respecter les droits des patients, mais aussi des préposés. Donc, c'est un exemple d'accommodement comme quoi liberté religieuse peut être parfaitement conciliée avec d'autres considérations comme l'égalité des hommes et des femmes. En guise de conclusion, nous invitons les partis politiques à abandonner le terrain miné des valeurs, porteurs de discrimination, et à revenir sur celui des droits universels. Les politiques publiques doivent être fondées sur ces droits universels, comme le Québec s'est engagé à le faire en adhérant aux pactes internationaux. Au lieu de bricoler la Charte des droits et libertés pour y faire des ajouts à la pièce, on devrait modifier la Charte pour accorder la même reconnaissance aux droits économiques, sociaux et culturels qu'aux libertés civiles, comme la Ligue, la Commission des droits de la personne et d'autres le demandent depuis des années. Cela contribuerait bien plus à la réalisation effective du droit à l'égalité, non seulement des femmes, mais des groupes victimes de discrimination. On demande aussi de respecter la liberté de conscience des employés de l'État. Il faut faire la distinction entre l'État et ses employés. Ceux-ci doivent remplir leurs fonctions en toute neutralité sans exercer de discrimination ou faire de prosélytisme. Cette règle limite ce qu'ils peuvent faire, mais n'exige pas de dissimuler ce qu'ils sont. L'interdiction mur à mur du port de signes religieux de la part de ses employés est injustifiée et discriminatoire. Enfin, rappelons que dans une société démocratique, il n'y a pas de solution simple qui réglera toutes les situations de conflit, que ce soit de droit ou de valeur. Nous devrons accepter le défi et le devoir de régler les différends qui surgissent un à un, et ceci dans le respect des droits et libertés. Merci. Merci infiniment, Dominique, mais tu avais encore 5 minutes. Voilà, quelqu'un qui est très... Voilà, merci infiniment. Alors là, il y a énormément d'éléments qu'on va reprendre tout à l'heure dans la période d'échange, notamment cette réduction de l'aspect de la dimension des droits individuels, qu'on veut coller une conception très réductrice et simplifiée de ce qu'est l'individualisme, ce qui rentre finalement en opposition dans ces éléments autour de la Charte des valeurs avec des fondements qui président à des droits fondamentaux. Donc, autant d'éléments donc, sur lesquels on va certainement revenir pendant la période d'échange. Conradi, qui est, alors son titre exact, présidente de la Fédération des femmes du Québec. Ce qui a été demandé à Alexa, c'est finalement d'articuler une réflexion qui s'attarde à l'égalité entre les hommes et les femmes, à partir d'une posture qui articule la défense des droits individuels et des droits collectifs, mais aussi la lutte aux inégalités structurelles et systémiques. En 15 minutes. Voilà. Tu peux voler 2 minutes, Dominique. Alors, puisque en 15 minutes, c'est vraiment impossible de faire tout ce qu'on m'a demandé de faire, je vous dis, fais ma seconde de publicité. Si vous êtes intéressé à continuer la réflexion suite à ce soir, on a créé un site qui s'appelle laïcitéféministe.com et on peut trouver à la fois des réflexions de la Fédération et des documents qui font part des positions qu'on a adoptées. Donc, je pense pas forcément revenir sur l'ensemble des positions et de réflexions que la FFQ a fait sur la laïcité avec vous ce soir, mais essayer de me concentrer sur un certain nombre d'éléments. Donc, si au cours de la soirée, vous avez des questions plus sur des questions plus précises, ça me ferait plaisir de répondre, mais je vais pas aller dans le détail parce que je pense que ce qui est important à cette étape-ci, c'est non pas le soundbite dans un petit article de journal qu'on arrive tout le temps, mais plutôt des éléments de fond qui ne paraissent jamais dans les journaux. Donc, vous me permettez de sauter par-dessus plein d'affaires sur notre position sur le niqab ou bien vous pourrez poser des questions plus tard. Je ne m'attarderai pas tant à ça ce soir. Donc, dans un premier temps, je dirais que c'est clair que les femmes sont extrêmement interpellées par ce débat. Il n'y a à peu près pas de femmes au Québec en ce moment qui n'a pas une réflexion à faire sur la laïcité parce qu'on a une histoire importante de rapport à la question religieuse au Québec. Et en plus, toutes les religions du monde ont fait la vie dure aux femmes. Donc, il n'y a pas une, à peu près, qui vit ça de façon indifférente. Je dirais aussi que c'est interpellant, particulièrement choquant pour le mouvement féministe d'entendre le gouvernement parler comme si l'égalité était atteinte.
ça nous met vraiment en colère, alors qu'on n'a à peu près pas le droit d'exprimer la colère en public parce qu'on a l'air des féministes enragées, puis ça, on n'a pas le droit. Mais je dirais qu'il y a une colère quand même parce qu'on a l'impression qu'on se fait jouer une sorte de tour. Des gens, publiquement, appuie la nécessité de faire une charte des valeurs québécoises sur la base de la préservation de l'égalité dans la société. Et de parler de préserver l'égalité veut dire qu'on a déjà tout accompli et qu'il y a une menace. Et la manière que c'est présenté par beaucoup de personnes, c'est que la menace vient de l'extérieur ou vient des musulmans de façon très, très pointue. Et on partage ni l'analyse que l'égalité est atteinte, ni l'idée que les musulmans ou les immigrants ou les personnes perçues comme immigrants représentent une menace. Ça nous fait placer, vous pouvez imaginer qu'un projet politique porté par un parti au pouvoir qui a envie de faire un projet politique au nom de l'égalité entre les hommes et les femmes, et qu'une organisation qui est la principale organisation féministe au Québec dit « Nous, on ne partage pas votre argumentaire et certains aspects de votre proposition. » Vous pouvez imaginer les forces en présence et pourquoi on se retrouve beaucoup dans les journaux. Puis pas toujours sous un angle qui reflète les idées que nous portons. Et qu'il y a des personnes en ce moment qui ont beaucoup d'intérêt à faire en sorte de nous placer dans une tourmente parce que nous, on se place d'une certaine façon sur le chemin d'un projet politique qu'on ne veut pas. Donc, je voulais situer ça parce que ça fait partie de la dynamique de la discussion publique. Puis, je cherche constamment à aborder la question de la laïcité du débat en cours sous un autre ton que le débat public qui se fait dans les journaux et qui place la FFQ dans un conflit que nous, on n'a pas envie d'avoir. Parce qu'on pense qu'il y a des réflexions importantes à faire au Québec sur notre avenir, comment on se conçoit, sur l'égalité entre les hommes et les femmes, sur le vivre ensemble. Et toutes ces questions-là sont légitimes. Mais après ça, d'instrumentaliser des organisations, des personnes, c'est très dur. Donc, voilà un peu pour le contexte de la discussion pour nous. J'étais depuis 2 jours dans une rencontre formidable de la coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes. Et je m'appuie là-dessus pour parler d'un regard collectif qu'on porte comme féministes. Et c'est important de le saisir parce qu'on dit de nous qu'on porte un féminisme individuel, alors on ne peut pas être plus loin que ça. Donc, les derniers jours, on discutait du thème de la prochaine action de la Marche mondiale des femmes en 2015. On vient de rentrer d'une rencontre internationale où on a commencé à discuter de ça et on va avoir un thématique, c'est pas le libellé, donc vous n'allez pas publier ça dans les journaux, mais l'idée c'est de libérer les corps et les territoires d'injustice et de contrôle. Et ce que je pense, la raison que je vous partage ça, c'est qu'on a passé les 2 derniers jours à essayer de comprendre qu'est-ce qu'on a besoin de faire comme travail féministe en ce moment. Et une partie du travail qu'on a envie de faire, c'est de faire comprendre à quel point il y a des systèmes, des institutions, des systèmes d'oppression qui sont à l'œuvre dans la vie des femmes pour empêcher les femmes d'être libres. Ces systèmes qui sont à l'œuvre se retrouvent dans l'industrie de la beauté. Ces systèmes-là se retrouvent dans l'industrie de l'armement et de la militarisation. Ces systèmes-là se retrouvent dans des formes des réglementations de l'immigration qui a tendance à créer des inégalités pour les femmes en leur donnant, maintenant si on pense aux travailleuses domestiques, un sous-statut de citoyenneté. C'est des systèmes patriarcaux où les religions jouent un rôle. Hein, il y a les institutions religieuses jouent un rôle dans l'oppression que vivent les femmes, mais il y a un ensemble de systèmes d'oppression portés par des institutions qui sont à l'œuvre en ce moment pour jouer un rôle beaucoup plus fort qu'on admet dans la vie des femmes.
que ce soit dans la perception que nous avons de notre corps, le nombre d'interventions qu'on peut faire pour se rendre conforme à un idéal de la beauté, les produits toxiques qu'on est censé de mettre sur la peau ou ingurgiter pour être belle, mince, jeune, que ce soit l'image de la femme forte qui sait tout faire et qui a une tâche, double tâche, triple tâche, la division sexuelle du travail qui fait que là où les femmes sont en action, c'est pas reconnu socialement, c'est sous-payé, c'est particulièrement précaire et en plus, l'État se désengage de plus en plus des lieux où on a réussi à partager une partie de nos fardeaux. Donc, vous pouvez imaginer que si j'avais l'occasion de vous entretenir sur l'ensemble des systèmes d'oppression à l'œuvre dans la vie des femmes, vous verrez pourquoi il y a une colère dans le mouvement des femmes qu'on réduit la lutte pour l'égalité au foulard. Et on a l'impression que nos corps, ce sont des terrains de lutte et de bataille de toutes sortes de monde. Et qu'en ce moment, les femmes musulmanes qui portent un foulard sont au cœur d'une bataille, un rapport, une lutte de pouvoir. Et une lutte de pouvoir qui fait abstraction de leur humanité et qui cherche à faire vivre une lutte de pouvoir en toutes sortes d'affaires. Et si on essayait d'identifier ensemble ces différentes luttes-là, peut-être on partagerait certaines de ces raisons de lutter, mais pas l'ensemble. Et ça, on a de la difficulté à les faire adéquatement. Donc, pour la Fédération des femmes, on est extrêmement axé sur une pratique de lutte qui reconnaît que les femmes sont des sujets de leur lutte et non pas l'objet de lutte des autres. Quand on parle de libérer nos corps et nos territoires, on ne demande pas à d'autres de nous libérer. On demande à ce qu'on arrête de nous opprimer. Et nous, on sait comment nous libérer. Et les femmes ont, dans l'histoire, su quels gestes poser, individuellement et collectivement, pour prendre la place qu'il fallait qu'elles prennent au rythme qui était important pour elles. Et ça veut dire qu'on n'a pas été toutes libres à tout moment. On évolue là-dedans. Donc, il y a des moments dans nos vies, même si on vit une vie relativement décente, il peut y avoir des moments où on est moins libre qu'on a été l'année d'avant, parce qu'il y a des choses qui sont arrivées qui nous repoussent à terre. Et ça fait partie aussi d'un projet politique de reconnaître c'est pas une fois libéré et c'est fait pour toute la vie, parce que les systèmes d'oppression continuent d'être à l'œuvre et des situations dans lesquelles on peut être placé fait en sorte que parfois on se sent moins outillé pour être capable d'agir en toute liberté. Une perte de revenus, une violence qui s'exerce contre nous, ça peut changer notre vie du jour au lendemain. Donc, la Marche mondiale des femmes a une perspective qui fait en sorte qu'on travaille contre un système qui s'appelle le patriarcat, un système qui s'appelle le capitalisme et un système qui s'appelle le colonialisme. Et ça me permet, en nommant le colonialisme, que des peuples autochtones en ce moment sont très fâchés de projet de la Charte des valeurs québécoises parce qu'on a l'impression qu'on va imposer aussi aux peuples autochtones qui travaillent dans la fonction publique d'avoir à se conformer sur une idée du Québec de qu'est-ce que c'est être une personne citoyenne, alors que les peuples autochtones ne veulent pas faire le détachement entre les symboles de plumes, par exemple, ou de autres, par rapport à leur expression spirituelle et de penser, est-ce qu'on va leur demander de faire ça? Et ça pourrait être une nouvelle forme de colonisation. Donc là, je vais aller sur un certain nombre de préoccupations. Nous avons vu avec beaucoup d'inquiétude à quel point le gouvernement canadien semble avoir été influencé par la droite religieuse chrétienne. C'est allé rapidement.
il y a une influence qui nous semble particulièrement importante et ça se passe sur des politiques sur les femmes, sur l'environnement, sur les droits et démocratie, sur un ensemble de pratiques gouvernementales. Et on entend, si on a lu différents documents qui font état de la proximité entre certains courants religieux et l'Église et le gouvernement canadien, on peut se demander est-ce que le gouvernement canadien agit de façon laïque? 5 minutes. Et cette inquiétude-là de voir à quel point c'est arrivé vite nous amène à penser qu'il est important de se poser des questions sur comment ces milieux conservateurs et religieux ont pu avoir à ce point-là accès aux sphères de pouvoir, comment cette sphère d'influence a pu se faire si vite. Et on aurait aimé voir le gouvernement du Québec regarder ou étudier où sont les fondamentalismes religieux au Québec pour vrai. Ça existe où? Ça s'exprime comment? Est-ce que ces fondamentalismes religieux sont en train d'essayer de changer les idées des croyants? Est-ce qu'ils sont en train d'essayer d'influencer l'État? Est-ce qu'il y a des femmes en ce moment au Québec extrêmement prises dans des dynamiques fondamentalistes qu'elles ne savent, elles vivent une coercition et une violence, un contrôle social? Est-ce qu'il y en a? Si oui, c'est où? Et si oui, est-ce que la laïcité avec pas de foulard puis l'interdiction de signes religieux va faire une différence dans la vie de ces femmes? On aurait aimé ce genre de regard parce que les féministes de par le monde, et nous en faisons partie, sont inquiètes des fondamentalismes religieux. On a l'impression que lorsque les inégalités augmentent dans le monde, quand les insécurités économiques augmentent, il y a toutes sortes de replis qui se font ailleurs et ici. Ces replis-là peuvent être des replis identitaires de part et d'autre. Ces replis-là peuvent être sur des formes de pratiques religieuses plus autoritaires ou plus orthodoxes. Et généralement, dans ce temps-là, il y a des effets sur les libertés des femmes. Dans les pays du monde où la droite prend de la place de façon importante, bien à peu près tout le temps, la question de l'avortement revient sur la table. La question des libertés et les mœurs revient sur la table. Les formes traditionnelles de la famille reviennent aussi sur la table. Et je dirais que les politiques publiques ont tendance à favoriser le rôle de la famille comme étant celui qui comble les besoins de l'État. Donc, je dirais que nous, on aurait voulu finalement qu'on étudie davantage quel est l'état de la situation au niveau des fondamentalismes religieux que de prendre pour acquis que le foulard égale fondamentalisme religieux, parce qu'on a l'impression qu'il y a des femmes qui sont dans une pratique extrêmement conservatrice, ce qui n'est pas la même chose qu'un intégrisme. On a aussi l'impression que quand il y a des femmes qui sont dans des institutions et des pratiques conservatrices, bien, on souhaite qu'elles nous rencontrent dans les groupes de femmes. On souhaite qu'elles prennent part à nos vies dans les groupes de femmes parce qu'on peut voir avec elles à quel point sont-elles libres. Puis on a l'impression qu'en voulant interdire le port du foulard, ce qu'on va faire finalement, c'est de faire en sorte que des femmes qui ont actuellement accès à des revenus autonomes soient prises dans une situation de dépendance. Et les revenus autonomes, puis là, il y a des personnes qui ont parlé de la perspective que la FFQ est constamment en train de parler de pauvreté, mais je dirais que d'avoir une autonomie économique pour les femmes est au cœur de la possibilité d'agir en toute liberté. Et ce n'est pas
une question individuelle de vouloir que des femmes puissent avoir les moyens de prendre leurs décisions. Donc, merci beaucoup. Merci infiniment, Alexa Conradi, de revenir encore une fois sur ce mythe de l'égalité atteinte, mais aussi de nous inviter à une réflexion qui complexifie l'analyse pour être attentif aux différents mécanismes d'oppression structurelle qui existent dans la société et qui ont un impact, si vous voulez, sur la situation des femmes, mais aussi de nous rappeler quelques-unes des luttes que vous menez à la FFQ et les luttes collectives dans lesquelles vous vous inscrivez, dans lesquelles précisément il y a un impact réel en termes de gains collectifs pour les femmes. Alors à présent, je vais donner la parole à Asma Ibn Zahir, qui est membre du groupe international d'études et de réflexion sur les femmes en islam. Ce que je lui ai demandé, c'est de nous parler un peu de représentation des femmes musulmanes croyantes qui circulent dans le cadre du débat actuel, et de nous dire un peu, de nous présenter aussi quelques perspectives issues de l'intérieur du féminisme musulman. Vous avez 15 minutes également. Merci. OK, ça marche. Merci Mouloud pour cette présentation. Merci au Centre Justice et Foi de m'avoir invité à ce panel. Mais tout d'abord, j'aimerais commencer par expliquer la perspective à partir de laquelle je vais parler ce soir. Parce que je pense que c'est quand même important pour comprendre en fait ma position sur ce projet de charte que je vais partager également plus tard. C'est vrai que 15 minutes, c'est pas beaucoup, donc il y a beaucoup de points que je vais laisser à la séance d'échange. Aujourd'hui, je parle donc à partir de la perspective d'une femme, premièrement, croyante, musulmane, qui est née et qui a vécu une partie de sa vie dans une ancienne colonie française, qu'on voudrait dire protectorat pour certains, et qui a grandi, qui vit aujourd'hui ici au Québec, mais aussi qui est consciente que à travers en fait plusieurs récits et plusieurs discours lus et entendus de l'oppression qui a été exercée ici sur la population québécoise par une alliance entre l'Église et le pouvoir politique, ce qui se rapproche d'ailleurs beaucoup de ce qui se passe dans plusieurs pays musulmans ou autres. Donc, comme ça a été dit, je fais partie d'un groupe international d'études et de réflexion sur les femmes en islam. C'est un groupe qui s'inscrit dans un mouvement global de réformisme de la pensée islamique, et plus particulièrement en ce qui a trait à la femme. Donc, en observant les sociétés majoritairement musulmanes et aussi les communautés musulmanes dans une moindre mesure, mais quand même, on note un déficit important quand même au niveau des droits accordés aux femmes. Il y a des discriminations qui se sont, en fait, qui sont devenues un peu la norme dans l'imaginaire de plusieurs musulmans. Et plusieurs musulmans en fait utilisent même des arguments religieux pour justifier cela et justifier donc l'infériorité des femmes. Aussi, à travers l'histoire, donc cette discrimination s'est institutionnalisée, mais aussi l'instrumentalisation de la religion aussi a fait que les femmes ont été écartées du domaine du savoir religieux, qui est devenu donc fondamentalement masculin, et où les traditions, en fait certaines traditions, un certain héritage culturel a donné quand même une image assez terne de la femme, des femmes en général en islam. Donc devant un tel constat, il y a des femmes et des hommes qui appellent à un réformisme du discours et de la pensée musulmane, et incluant donc la situation des femmes. Au sein même de ce mouvement, c'est important quand même de noter qu'il y a quand même des divergences au niveau tant de la centralité qui est donnée, par exemple, aux textes religieux, notamment le Coran, qu'au niveau de l'utilisation, par exemple, du terme féminisme. On pourrait en parler plus tard si vous voulez. Donc le JRFI, donc le groupe que Mouloud a présenté, comme un autre groupe, par exemple en Malaisie, qui s'appelle Sisters in Islam, regroupe des femmes qui partent à partir d'un postulat qu'en tant que croyantes, nous croyons par exemple en un Dieu parfait et que donc qu'il incarne donc la justice parfaite, et donc que ces préceptes ou ces principes ne peuvent engendrer d'injustice sur terre. Donc toute injustice est imputable aux humains à partir de ce postulat-là. Et puisque, bon, ce sont des hommes qui étaient et qui sont encore majoritairement au pouvoir au niveau, que ce soit religieux, que ce soit au niveau politique et même économique, etc., ben, en fait, ce sont ces hommes-là au pouvoir qui sont grandement responsables des discriminations à l'égard des femmes.
Mais bien qu'il accorde donc une place quand même importante aux textes coraniques et aux traditions prophétiques, ce mouvement de femmes questionne jusqu'aux sources même de la jurisprudence musulmane et l'influence que le patriarcat a pu avoir sur elle. Donc, il promeut, par exemple, des relectures des textes et de l'histoire pour faire ressortir toutes les contributions que les femmes ont eues à travers les siècles passés, que ce soit au niveau académique, religieux, politique, économique, social, etc., mais qui ont été, en fait, un peu tassées ou reléguées aux oubliettes. Donc, ce mouvement des femmes est vraiment international. Donc, il y a des femmes, ça vient du Maroc, par exemple, avec Asma Lamrabet, ça vient de l'Iran, avec Ziba Mir Hosseini, ça vient de l'Égypte, du Liban, du Pakistan, des États-Unis, de l'Afrique du Sud. C'est un mouvement international, mais il ne fait pas l'unanimité sur, en fait, les deux côtés, si on peut dire. D'un côté, à l'intérieur, donc, des sphères de savoir, de certaines sphères de savoir musulmans, il y a, depuis à peu près le 15e siècle, il y a une paralysie en fait, au niveau de la pensée musulmane. Il y a une sacralisation des travaux qui étaient faits par d'anciens juristes. Et puis, plusieurs refusent aujourd'hui de les remettre en question. Et le deuxième point, c'est que certains courants aussi veulent s'accorder en fait la légitimité de parler au nom de Dieu. Donc, il y a même un professeur très intéressant aux États-Unis qui s'appelle Khaled Aboul Fadl, qui a écrit un livre Speaking in God's Name, donc parler au nom de Dieu, et qui dénonce justement cette attitude de vouloir être le porte-parole de Dieu dans le fond, plus que d'autres. Donc, à partir de là, en tant que donc, le mouvement de revendication des femmes musulmanes, des droits des femmes musulmanes, on nous dit, par exemple, on nous accuse, par exemple, d'être des vendus à l'Occident, ou encore de vouloir déstabiliser les sociétés musulmanes par des opinions qui peuvent contredire la majorité de ce que les juristes ont dit à travers l'histoire, etc. Mais tranquillement, il y a des changements qui se font, et c'est ça qui est intéressant. Par exemple, en Malaisie, le groupe que j'ai cité tout à l'heure et d'autres mouvements de femmes réussissent à faire reculer le gouvernement par rapport à certains projets de loi, certaines propositions qui ont été émises et qui étaient discriminatoires. Il y a également un réseau international de femmes musulmanes croyantes, pratiquantes même, qui s'appelle Moussawa, qui regroupe, par exemple, une fois par année, ils font des congrès, ils regroupent des centaines de femmes venues de partout dans le monde, de je veux dire, foulard, pas de foulard, plein de tous les styles, mais qui définissent leurs propres priorités de qu'est-ce qui est important pour elles en tant que femmes musulmanes, de discuter et quelles luttes sont importantes pour elles. Par exemple, elles vont parler justement de l'égalité, de la question de l'égalité. En fait, elles prennent des thèmes vraiment qui sont dans le Coran par rapport et qui traitent des relations femmes-hommes pour en fait définir un peu leurs priorités par rapport à ça. Elles vont dénoncer tout ce qui est mariage forcé, le mariage des petites filles, l'excision, les châtiments corporels, les règles de divorce, d'héritage, etc. Donc, vous pouvez aller sur leur site si vous voulez. C'est assez intéressant le travail qu'elles font. Bon, maintenant, ça, c'est d'un côté. Maintenant, avant de parler des critiques qui viennent un peu de l'extérieur, donc des sphères musulmanes, j'aimerais quand même noter que ce mouvement de femmes musulmanes s'inscrit aussi dans l'approche postcoloniale, qui est une approche qui imbrique en plus de la dimension du sexe, donc la dimension de la race et de la classe. Donc, tout comme le féminisme noir, par exemple, le féminisme musulman, on réfute l'idée d'un modèle d'émancipation unique et universel qui est normalisé selon une certaine conception occidentale de comment être une femme émancipée. Ce désir d'imposition d'un modèle unique était présent même au temps des colonisations européennes, puisqu'il y avait des mouvements de féministes occidentales qui cautionnaient la colonisation au nom de la libération des femmes, des indigènes, des mains des hommes indigènes. Ce qui rejoint ce que la philosophe Spivak disait « White men are saving brown women from brown men ». Ça veut dire les hommes blancs sauvent les femmes brunes des hommes bruns. Ça rejoint aussi cette espèce de féminisme d'État, justement, dont faisaient preuve les anciens colonisateurs anglais et français, beaucoup qui, tout en refusant les droits des femmes dans leur propre pays, par exemple le droit de vote, disaient vouloir libérer les musulmanes indigènes de leur foulard dans les pays colonisés et des hommes indigènes. Donc, malheureusement, nous sommes aujourd'hui au Québec, comme d'ailleurs en France, devant la continuation de ce phénomène qui s'inscrit aujourd'hui dans une vision donc, néocolonialiste, à travers laquelle certaines féministes adoptent un paternalisme déconcertant à l'égard des femmes musulmanes et surtout des femmes qui portent le foulard.
Oui, il y a un problème de sexisme, comme j'ai dit, au sein des sociétés et des communautés majoritairement musulmanes. Nous n'en avons pas le monopole, par contre, mais c'est aux musulmanes elles-mêmes de se pencher là-dessus et de parler en leur propre nom pour revendiquer leurs droits. Il y a un travail de partenariat qui est possible, et même nécessaire lorsqu'on est dans des sociétés occidentales, mais ce travail doit se faire sur une base et une collaboration égalitaire et non paternaliste et coercitive, surtout. Donc, certaines actrices de ce féminisme néocolonial, que j'appelle, merci, qu'on entend par exemple dans les médias, semblent malheureusement adopter la même attitude un peu manichéenne qui régissait un peu en fait, la philosophie des États-Unis dans leur entreprise impériale de ces dernières années. Ça veut dire que vous êtes avec nous ou vous êtes pour les intégristes. Il y en a même qu'on entend qui semblent avoir divisé les gens en trois. D'un côté, il y a les fans, et de l'autre côté, pour les opposants, il y a soit les islamistes s'ils sont musulmans ou les idiots utiles s'ils ne sont pas musulmans. Donc, heureusement que la réalité, en fait, sur le terrain nous rappelle que c'est beaucoup plus complexe que cela. Donc, à partir de cette perspective, c'est à partir de cette perspective donc, que je dénonce, comme beaucoup de femmes dans ce mouvement, donc certaines orientations de ce projet de charte. Évidemment, il y a des points sur lesquels on est d'accord, comme les critères, par exemple, sur les accommodements raisonnables. En fait, les critères qui ont déjà, je veux dire, le PQ n'a rien inventé, c'était déjà dans la Commission des droits de la personne, droits de la jeunesse, ça avait déjà ces critères, et même qu'ils offraient des services conseils pour les organismes qui en avaient besoin. Par contre, il y a une ligne qui semble être assez claire entre la religion d'une certaine majorité, donc issue d'une première immigration, et dont les signes deviendraient patrimoine, et celle des autres immigrants relativement plus récents et qui dérangent. Il y a ainsi une division claire de la société en 2 degrés de citoyenneté. Donc, il y a l'un des 2 degrés dont les préoccupations et les souhaits sont écoutés et jugés légitimes, et les autres dont les opinions, mais même les droits fondamentaux, sont jugés comme des privilèges revendiqués et qui ne trouvent aucune écoute chez les décideurs péquistes. On peut en parler parce qu'il y a des gens donc, de la communauté qui sont partis rencontrer certains décideurs, et l'attitude reflète bien ce que je dis. En d'autres mots, pour assainir le champ visuel d'un certain jeu d'origine canadienne-française, de ce qui peut le déranger, on demanderait à l'autre de se soumettre au désir de ce jeu et de renoncer à un droit fondamental au lieu d'éduquer en fait tout le monde à l'acceptation de la diversité et de comment vivre avec la diversité. Donc je dénonce le caractère extrêmement aussi subjectif et absolument populiste de cette charte. Et qu'elle passe ou qu'elle passe pas, la charte, malheureusement, a déjà fait beaucoup de dégâts. Aujourd'hui, il y a des femmes qui se font refuser des postes, par exemple, parce qu'on leur dit que si la charte passe, elles vont devoir, en fait, choisir entre soit quitter, soit être virées, en fait, si elles refusent de porter le foulard, et même dans le privé. J'ai eu des témoignages de femmes que même dans le privé, on leur a dit que si la charte passait, ben, le privé suivait aussi le public. Donc, en plus du 35% du taux de discrimination à l'embauche, donc selon une étude de la Commission des droits de la personne, droits de la jeunesse, qui a été faite, 35% des candidats à non arabes, consonance arabe, et 42% pour les candidats à non de consonance africaine. Donc, en plus de ça, maintenant, on va pouvoir discriminer les femmes qui portent le foulard, mais avec la bénédiction de l'État. Il y a aussi la question de la violence qui a été déjà abordée un peu. L'ère des centres des femmes a sonné l'alarme, en fait, par rapport à toute la question de la violence maintenant à laquelle les femmes musulmanes qui portent le foulard sont sujettes. Il y a une participante au dialogue féministe chrétienne et musulmane auquel je participe avec Elisabeth, qui a soulevé un point très intéressant et qui a dit on n'a pas entendu parler d'hommes juifs aussi qui s'est fait attaquer. Ce sont des femmes encore. Donc, ces supposées femmes soumises à leur famille, à leur communauté, deviennent tout d'un coup des ennemis à agresser et deviennent responsables des maux de notre société, ce qui est assez paradoxal. On lit aussi dans les réseaux sociaux, par exemple, que c'est bien fait pour elle, elle avait juste à enlever le foulard, ce qui rappelle tristement, en fait, la question du viol, quand on entend des gens dire c'est bien fait pour elle, elle avait juste à s'habiller. Le troisième point qui est très, très, très important, et je vais essayer de conclure là-dessus, c'est la montée des radicalismes. Je dirais des radicalismes parce que le gouvernement, l'État, quand il tient un discours qui stigmatise une partie de la population, notamment des minorités ethniques ou religieuses, il ne peut pas faire fi, en fait, de l'existence au sein de la population des gens pour qui la solution ultime passe par la violence. Anders Breivik, un Norvégien, en juillet 2011, a posé des gestes terroristes qui ont tué 77 personnes parce qu'il était obnubilé par la théorie Eurabia, selon laquelle il y a une conspiration à islamiser l'Europe.
Mais aussi notre grande crainte, c'est par rapport aux jeunes Québécois musulmans qui, même ils peuvent être pas pratiquants ou qui n'ont pas d'intérêt nécessairement à la pratique islamique, mais s'ils voient leur mère ou leur sœur se faire agresser, etc., ben, ils peuvent décider de ne pas vouloir en rester là. Et ce qui est arrivé en France pendant ces 10 dernières années reflète ça. Ça veut dire qu'il va y avoir des mouvements peut-être intégristes qui vont profiter de la situation et qui vont leur dire, voilà, c'est ça que l'Occident, ils vous font la guerre avec leurs lois, vous ne serez jamais des leurs. Et donc ces jeunes-là, on ne veut pas qu'ils aillent chercher le sentiment d'appartenance ailleurs. C'est des jeunes Québécois qui sont nés ici et à force de les rejeter, de les exclure d'un nous légitime, ils vont aller chercher le sentiment d'appartenance ailleurs et ils vont se faire récupérer. Tu veux que je conclue, c'est ça? Bon. Ben alors, en fait, c'est juste pour dire qu'ici, comme la même chose qu'en Europe, lorsque des sociétés aujourd'hui il y a des crises économiques ou lorsqu'il y a des problèmes de société en fait concrets et structuraux, on va construire des problèmes qui sont souvent reliés à la présence des musulmans dans ces pays et c'est beaucoup lié aussi à un contexte géopolitique international. Ben ici, en fait, ce qu'on voit chaque jour à la télé, mis à part la charte, il y a la commission Charbonneau qui date depuis quelque temps. Et ça, pour moi, c'est vraiment un enjeu très, très important par rapport à où est-ce que notre argent va, plutôt que certains foulards. Mais bon, ben, je vais finir là-dessus parce que je sais que tu... Désolée. Désolé, mais il y a la période d'échange qui va permettre... Voilà, merci de nous introduire à ce courant qui est le féminisme musulman, de ces femmes qui puisent à l'intérieur de la traduction coranique des éléments du texte significatifs qui permettent des relectures non patriarcales et qui permettent aussi d'infléchir, si vous voulez, les perspectives plus conservatrices et rigoristes qui prévalent à l'intérieur de la tradition musulmane. Merci aussi de nous introduire à ce courant de pensée philosophiquement qui alimente vos réflexions, qui est le postcolonialisme. Et enfin, j'ai noté que vous avez parlé de femmes qui portent le foulard. En aucun cas, vous n'avez employé l'expression de femme voilée. J'imagine que les termes pour vous recoupent une dimension de violence symbolique et sans doute que ce sont des éléments qu'il faudrait rejeter dans le débat lors de la période d'échange. À présent, je donne last but not least, le dernier des Mohicans, je donne la parole, je vais tout de suite vous présenter notre dernier invité, et non pas le moindre, Michel Seymour, qui est professeur au département de philosophie de l'Université de Montréal, très actif dans le débat actuel. Ce que je lui ai demandé de traiter, c'est de nous articuler une réflexion sur une citoyenneté commune fondée sur le principe d'égalité qui tient compte de l'articulation nécessaire entre affirmation nationale du peuple québécois et ouverture au pluralisme. 15 minutes dans la mesure du possible. Merci beaucoup, Mouloud. Merci beaucoup à Justice et Foi de nous inviter, d'organiser des événements comme ceux-là. Ce n'est pas une période heureuse que nous vivons et je ne sais pas si mon exposé va traduire cet ennui profond que je ressens, mais je vais essayer en tout cas de rester le plus rationnel possible dans ma présentation. Le débat sur les accommodements, je ne vais pas le reprendre, mais il est important d'exprimer le désarroi dans lequel je me suis retrouvé lorsque, suite au rapport déposé par Bouchard et Taylor, je ne me suis pas senti entièrement convaincu par le contenu, parce que même si je souscris à l'idée de laïcité ouverte, que je souscris à l'interculturalisme et que je souscris aux accommodements raisonnables, il me semble qu'il n'y en avait que pour une obligation d'ouverture du peuple québécois à l'égard des minorités. Alors moi, tous mes écrits portent sur des questions de ce genre. Donc, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec cette idée d'ouverture. Mais les auteurs notaient qu'il y avait une crise identitaire. Sauf que cette crise identitaire, ils l'expliquaient exclusivement comme une mauvaise perception de la volonté des immigrants de s'intégrer. Alors moi, je pense que dans l'ensemble, on peut discuter de plusieurs problèmes, mais en effet, dans l'ensemble, il s'agit probablement d'une fausse perception. Toutefois, la crise identitaire du peuple québécois ne se réduit pas à une fausse perception. Et je vous exprime d'emblée quel a été mon désarroi. J'aurais aimé qu'on apporte des solutions par-delà les propos
parfois islamophobes, antisémites et xénophobes qu'on entendait à la commission, il y avait un malaise auquel il fallait tenter de répondre. Et si les commissaires avaient dit que le Québec a le droit et devrait se doter d'une constitution, ils auraient en partie répondu à ce besoin d'affirmation nationale. Alors pour moi, le diagnostic que je pose quant aux raisons fondamentales pour lesquelles il y a une crise identitaire suscitée par les accommodements raisonnables, c'est un besoin d'affirmation nationale du peuple québécois auquel il faut que nous répondions. Alors, suite à ça, 1 an plus tard, le problème ne s'est pas amélioré parce que la population a réagi très mal à ce qu'elle a perçu comme étant le propos condescendant de 2 intellectuels à l'égard de la société qui lui reprochent de ne pas être assez ouvert. Parfois, je crois que c'est en partie avec raison, je leur donne raison en partie, mais aussi une population qui a besoin d'affirmation nationale, et il est vrai que les commissaires n'ont pas répondu à cette attente. 1 année plus tard, à quoi assiste-t-on? On assiste à, tout d'abord, un manifeste des intellectuels pour un Québec pluraliste qui recueille 800 signatures, où on répète les recommandations de Taylor auxquelles je souscris. Mais on répète cela sans apporter de réponse au problème de l'identité nationale des Québécois, à leurs besoins d'affirmation nationale. Alors je me suis senti encore une fois mal à l'aise. Mais en même temps que je ressentais ce malaise, il y a eu un autre mouvement, les intellectuels pour une laïcité et pour le pluralisme. Mais ces gens-là reprenaient presque mot pour mot une orientation laïque importée de France où il n'y avait pas de reconnaissance formelle du pluralisme. On constate le pluralisme, mais on ne le promeut pas et on ne le protège pas de manière explicite. Je me suis senti mal à l'aise à l'égard de ça et je n'ai pas signé. Eh bien, nous nous retrouvons en 2013 avec encore un fossé, et un fossé qui se creuse. Parce que d'une part, vous avez des gens qui tentent, et oserais-je dire de façon totalement maladroite, au gouvernement, de répondre à ce besoin d'affirmation nationale avec une charte des valeurs que j'ai critiquée beaucoup sur ma page Facebook, pour ceux qui la fréquentent. Je n'ai cessé de faire ça depuis plus d'1 mois. Mais en même temps, je suis angoissé parce que, me retrouvant du côté de ceux qui critiquent, je constate que plusieurs de ceux qui font cette critique, au nom de respect tout à fait correct du pluralisme, plusieurs d'entre eux estiment qu'il n'y a pas de problème, que le problème a été inventé de toutes pièces, qu'il n'y a que des projets électoralistes de la part du Parti québécois, que tout cela n'est pas pertinent, qu'il y a des faux problèmes, alors qu'en réalité, il faut répondre aux besoins d'affirmation nationale des Québécois. Alors, j'ai signé le manifeste des gens qui sont issus des profs contre la hausse, qui ont signé un document intitulé « Nos valeurs excluent l'exclusion ». Je l'ai signé avec fierté, et qui est très critique à l'égard du PQ. J'ai signé le manifeste des indépendantistes pour une laïcité inclusive, et je vois ici Jean Dorion, que je salue pour son courage et sa fermeté dans ce débat. La contribution de Jean Dorion est absolument capitale et je le salue avec modestie et admiration. Et j'ai signé aussi, je passe mon temps à signer, le manifeste pour un Québec inclusif qui rassemble plus de 25 000 signatures. Alors donc, je me retrouve de ce côté-là de la clôture. Mais je reconnais en même temps qu'il y a un problème d'affirmation nationale au Québec auquel il faut apporter des réponses. Et une de mes plus grandes tristesses, c'est de voir que plusieurs des gens qui sont de mon côté ont aucune préoccupation pour cette question. Je veux dire, on se demande qu'est-ce qui se passe là. C'est une invention totale de la part du gouvernement.
autant je suis critique du gouvernement, autant je constate qu'il y a un problème. Alors, comment parvient-on à créer une identité citoyenne qui pourrait être affirmée, qui pourrait tenir compte du problème d'identité nationale des Québécois, sans toutefois brimer les droits des minorités et les droits individuels fondamentaux des personnes? C'est un défi que je ne peux relever en 5 ou 10 minutes, bien évidemment, mais je dirais qu'il y a au moins 2 façons de concevoir la citoyenneté. Il y a une conception qui dit que pour accéder à la citoyenneté, il faut transcender nos identités particulières. Il faut mettre nos identités particulières dans le privé. Et dans le public, nous sommes des êtres qui avons transcendé notre identité particulière, qu'elle soit nationale, qu'elle soit religieuse ou qu'elle soit culturelle. Il y a une autre façon de concevoir la citoyenneté qui est que on autorise l'expression publique de nos identités nationales, culturelles et religieuses, et c'est précisément dans l'expérience douloureuse de la confrontation avec l'autre, dans sa différence, qu'enfin nous expérimentons la citoyenneté. La citoyenneté, ce n'est pas simplement une étiquette facile, c'est une expérience où nous devons vaincre nos résistances et nos tendances à l'intolérance. Donc, il ne faut pas reléguer dans la sphère privée nos identités nationales, culturelles et religieuses si on souscrit à cette deuxième façon de voir les choses. D'après les 2 façons que j'ai eues de caractériser ces conceptions, vous voyez où je loge un tout petit peu. La première, c'est celle de la France. Les Français nous disent qu'il faut une identité citoyenne française où il y a au fond que l'adhésion à des valeurs universelles et il faut éviter les particularismes et les communautarismes. Et je suis pour l'identité républicaine, bien évidemment, mais pas une identité républicaine qui se fait dans la non-reconnaissance des différences et des identités. Alors, quand on a essayé d'imposer la Charte des valeurs, il me semble qu'on a voulu importer le modèle français, spécifiquement sur la question du port des signes ostentatoires, et il me semble que la levée de bouclier à laquelle nous avons assisté révèle que ce n'est pas le modèle du Québec. Ce n'est pas celui que nous voulons, en tout cas un très grand nombre d'entre nous. Les hôpitaux demandent à pouvoir se prévaloir d'un devoir de retrait par rapport à ces règlements-là. Les administrations municipales de la région de Montréal, la Fédération autonome de l'enseignement et récemment les garderies privées, en plus des 25 000 signataires du manifeste pour un Québec inclusif et les autres manifestes. J'ajouterais à ça les 3 beaux-pères, qu'on cesse de les appeler des belles-mères. C'est odieux. Si vous voulez éviter les symboles qui violent l'égalité homme-femme, commencez donc par parler de beaux-pères quand c'est des gars. Elle est bonne, elle est... Et les 2 commissaires eux-mêmes. Le Québec a une tradition pluraliste. Nous savons que même si nous sommes très loin du compte, nous avons à respecter et reconnaître les 11 peuples autochtones qui sont sur notre territoire. Peut-être que nous sommes très loin du compte, et j'estime que nous sommes très loin du compte, mais nous avons une obligation morale, et nous le savons tous, que le Québec ne pourra pas se construire sur le dos des 11 peuples autochtones. Et on ne pourra pas faire fi de la minorité anglophone. Et la diversité religieuse et culturelle du Québec, nous ne pourrons pas l'éluder et l'effacer. Alors, le pluralisme et la reconnaissance du pluralisme et de sa manifestation publique, je suis désolé, mais le Québec va se faire avec ce pluralisme, ou il ne se fera pas du tout.
Alors, le Parti québécois, pourrait-on dire, mais oui, mais il essaie précisément de trouver le moyen de répondre aux besoins identitaires, aux besoins d'affirmation nationale que j'ai moi-même identifié comme un problème réel. Alors, je dois expliquer pourquoi je suis ennuyé avec le projet péquiste sans répéter les choses que nous avons dites à maintes reprises. Eh bien, il y a dans la charte ce que plusieurs ont identifié comme étant de la catho-laïcité. Et cette catho-laïcité, ce n'est pas que le crucifix à l'Assemblée nationale, bien que ça s'en fasse partie. Ce n'est pas que la prière dans les administrations, avant les administrations municipales, notamment au Saguenay. C'est aussi dans l'interdit qui est fait du port de signes ostentatoires qui vise, bien évidemment, surtout le foulard, mais qui vise aussi les signes ostentatoires des diverses religions, comme la religion juive avec la kippa et la religion sikh avec le turban, tout en préservant l'identité religieuse chrétienne qui peut se contenter de porter une croix modestement présente dans le cou. Donc, il y a là aussi une présence de catho-laïcité. Et finalement, il y a cette idée des valeurs communes plutôt que de la laïcité. La laïcité est mise dans la balance avec d'autres valeurs, la valeur du patrimoine, et le patrimoine est le cheval de Troie par lequel, par la porte d'en arrière, on remet l'identité chrétienne à l'ordre du jour. Alors donc, ce projet péquiste n'est pas un projet qui affirme des principes de justice qui tiendraient compte du pluralisme. Et cela se fait, à mon avis, sur la base d'un repli identitaire. Et là, j'essaie de peser mes mots parce qu'on a dit nationalisme ethnique, on a dit xénophobie. Il y a des comportements individuels de xénophobie. Il y a du racisme dans les individus. Mais le projet, je ne le qualifierai jamais de cette façon. Mais j'emploierai l'expression repli identitaire. Parce que il y a le nous et le eux. Il y a les régions et il y a la ville. Il y a la majorité et il y a les minorités. Il y a la communauté d'accueil et les immigrants. Il y a la conception française républicaine sur laquelle il faut s'appuyer et la conception dite anglo-saxonne et libérale, vache, de laquelle il faut s'extirper, alors que nous avons en nous les deux traditions. Les deux traditions, la common law et le code civil que nous portons en nous, c'est les deux. En voulant extirper le côté anglo-saxon de notre identité, ce que nous faisons, c'est nous appuyer sur une sorte de repli identitaire franco-franchouillard. Alors, il faut, à mon avis, davantage tabler sur quelque chose de rassembleur, sur une identité civique commune. Et quand je dis ça, je sais pertinemment que je n'ai pas encore répondu à d'autres interrogations qui n'ont rien à voir avec ce repli identitaire. Il y a plein de femmes, de féministes qui sont tentées par la charte parce qu'elles sont vraiment très réticentes à approuver le voile. Et tout ce que je viens de dire ne répond pas encore à leurs inquiétudes. Et je veux rester ouvert à leurs inquiétudes pour dialoguer avec elles parce que c'est quelque chose de très profond et qui n'a rien à voir avec le nationalisme du ressentiment sur lequel le PQ s'appuie. Alors, cette question-là reste ouverte en ce qui me concerne, mais je dirais que le projet de Québec solidaire est beaucoup plus intéressant. Merci. Merci Michel Seymour. Alors, moi j'adore les philosophes quand ils sortent de leur tour d'ivoire et qu'ils se jettent dans l'arène publique comme ça. Ils sortent de leur don aussi. Voilà.